Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Aden Arabi de Paul Nizan. Ce sera l'occasion d'un clin d'œil à une de mes anciennes élèves en classe de rhétorique à Uccle, qui, après avoir lu ce roman que j'avais imposé, quel horrible mot, m'écrivit sur une copie d'un travail de philosophie qu'elle avait trouvé son maître. Né à Tours en 1905, fils d'un ingénieur des chemins de fer, Paul Nizan fait ses études au lycée Henri IV et à l'école normale supérieure. Agrégé de philosophie, membre du Parti communiste, il enseigne et milite à Bourg-en-Bresse. Il entre à l'Humanité, puis à Ce Soir, où il dirige la page de politique étrangère. En 1939, il quitte le Parti communiste à propos du pacte germano-soviétique. Cette rupture fait souvent oublier que Nizan a écrit toute son œuvre en communiste, mais qu'il ne confondait pas la fidélité avec la muette adhésion à la hiérarchie. Mobilisé, agent de liaison auprès de la 40th Army Field Workshop, Nizan est tué près de Dunkerque le 13 mai 1940. Si Nizan doit passer l'examen d'entrée en XXIe siècle, ce sera non comme stalinien angoissé, faisant, comme le professeur de philosophie de ma nuit chez Maud, le pari de Pascal en version marxiste. Ce sera comme grand romancier du destin social et de sa fatalité, de la militance politique et de son désenchantement. Ce sera comme auteur d'un des plus cinglants pamphlets jamais écrits, dans une langue au reste admirable, qui prouve, après d'autres, l'inanité de la thèse suivant laquelle il n'y aurait de bonne polémique, littérairement parlant, que de droite. Aden Arabi et son fameux Incipit fut très lu par la génération de 68. Il mérite d'être découvert par les suivantes, qui peuvent entendre dans cette voix dure, qui se force un peu à la dureté, un écho à leur révolte et à leur trouble, comme elles l'entendraient d'Antoine Boyer, Le cheval de Troie et la conspiration. La rédaction définitive d'Aden Arabi commença sans doute juste après l'échec de la revue marxiste. Le contrat fut signé avec les éditions Reader le 10 mars 1930. Le livre sortit dans les librairies en janvier 1931. Quelques mois auparavant, des bonnes feuilles en étaient parues dans Europe, revue Reader. Cette prépublication fut des plus significatives. Les documents qui en ont été conservés prouvent surtout que Nizan en profita pour durcir encore le ton d'ouvrage dans l'intervalle, comme si la découverte de sa première colère imprimée donnait soudain du tonus à son agressivité. Le directeur d'Europe, Jean Guénaud, assez tolérant pour inaugurer la collection homonyme par Aden Arabi, fut cependant à ce point effrayé du ton pris par le dernier chapitre qu'il finit, après quelques hésitations, par renoncer à le joindre aux bonnes feuilles. La genèse du livre avait dû commencer sur les lieux mêmes. Dans une lettre à sa compagne, Paul Nizan mentionne déjà un factum, plein de philosophie et d'aventures maritimes. Le titre devait en être significativement « Apprentissage » ou « Évasion de quelques hommes ». Le projet fut abandonné dans la tourmente qui suivit, mais sans doute resta-t-il dans les tiroirs quelques notes de voyage, quelques réflexions choisies, toujours utilisables un jour, quel qu'en fût le discours porteur. Ces dernières années 1920, période de prospérité économique et de stabilisation politique relative, furent en effet, en France particulièrement, celle d'une des plus vives floraisons d'essais critiques.
que la France, justement, ait jamais connu. En moins de 3 ans, de 1927 à 1929, ne parurent dans cette veine pas moins de 4 ou 5 ouvrages notoires, tous dressés à des degrés divers contre les certitudes de la culture établie. La plupart d'entre eux donnèrent d'un seul coup la célébrité à leur auteur. Julien Binda, pour la trahison des clercs, diatribe un peu épaisse contre les compromissions des intellectuels en place, en priorité leur participation au bourrage de crâne nationaliste. Jean Guéhenno, pour Caliban parle, procès humaniste d'une culture bourgeoise que l'auteur, d'origine authentiquement prolétarienne, jugeait sans faiblesse, quoique sans hargne. Aragon, pour son cinglant traité du style, sorte d'index intégriste de la foi surréaliste. Enfin, Emmanuel Berle, pour mort de la pensée bourgeoise et mort de la morale bourgeoise. Ces 2 derniers titres, outre qu'ils avaient pour auteur un ami Nizan, étaient certainement ceux qui approchaient le plus de ses convictions. Pour dire leur fait aux valeurs conformes, ils avaient un ton d'une insolence élégante absent des autres ouvrages, une façon bien séduisante de charrier M. Branchevic et la chose enveloppée, une perspective déclarée de démolition générale qui n'excluait pas a priori de s'ordonner un jour dans un sens marxiste. Nizan eut conscience qu'il pouvait apporter un ton et un sens neuf à ce concert de dissonance. Aden Arabi présente en effet le cas, rare en littérature, non pas d'un simple essai teinté de pamphlet, mais d'un itinéraire critique. On veut dire par là un cheminement intellectuel qui ne se contente pas de développer une argumentation abstraite, si abondante et si brillante soit-elle, voire de la piqueter de fines pointes agressives, datées, mises en scène, plus ou moins ad hominem, mais qui épouse du même rythme un autre cheminement strictement autobiographique. Et dans le genre, c'est une réussite. Car, semblable à un petit roman d'initiation, Aden Arabi nous montre un héros partant pour l'Asie dans une sorte d'extrapolation de ses fuites parisiennes et, en revenant, quelques mois plus tard, guéri de son vague à l'âme, de ses incertitudes existentielles, converti à la lutte à mort contre la société bourgeoise. Paul, ne laissant personne d'autre le soin de raconter son chemin de Damas. Par là même, ce petit volume de moins de 200 pages s'autorise à jouer sur tous les tableaux de la langue littéraire et de gagner à tous les coups. On y trouve un récit de voyage coloré, juste ce qu'il faut, aussi bien qu'une tirade serrée sur les objets, digne des meilleures pages de la nausée, un caractère à la façon d'un La Bruyère marxiste, à côté du portrait d'un personnage de roman, des fragments de mémoire insolents, une provocation au meurtre et à la guerre civile, et bien d'autres choses encore. Sans l'avoir sans doute raisonné, l'auteur réussissait à régler de la manière la plus souple le fameux casse-tête du point de vue. Je est un autre au départ de l'Europe pour ne plus l'être au retour. C'est même tout l'objet, ou plutôt le sujet, de l'histoire. Le lecteur s'embarque en 1925, découvre 1926 comme Christophe Colomb l'Amérique, et se précipite vers 1930, le tout en l'espace apparent d'un semestre. Par un jeu subtil, dont il fut lui-même conscient, au point de parfois le regretter par la suite, Nizan démolissait le mythe de l'exotisme tout en donnant du voyage en Orient la justification ultime d'une rentrée en soi-même, d'un recul pour mieux sauter. Cette ambiguïté, qui n'était une équivoque pour un esprit sectaire, fait tout le prix de ce texte de passage d'enjambement. Ce pamphlet contre les valeurs frelatées de la civilisation occidentale est, en même temps,
bourré de culture, fortement référentielle. Cri de haine, il est dans le classicisme, comme si, au contact du désert, et plus encore sans doute de l'engagement politique, son style s'était débarrassé des affaîtries qui, vers 1924, l'encombraient jusqu'à l'étouffer. Il chatoie, mais c'est le chatoiement d'une intelligence lyrique et non d'une volupté de bazar. Aujourd'hui encore, ces mots font mouche. On aura peu souvent parlé avec une telle dureté de l'institution scolaire, cristallisée ici dans son sommet mondain. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm, cette troupe orgueilleuse de magiciens que ceux qui payent pour la former nomment l'élite et qui a pour mission de maintenir le peuple dans le chemin de la complaisance et du respect. Les engouements, les aliénations intellectuelles de la jeunesse sont épinglés avec une méticulosité sans faiblesse dans la longue énumération initiale de toutes les fuites diversement colorées qui s'offrent à un jeune homme, de Dieu au suicide, en passant par l'ironie ou la poésie, toutes ces portes pour n'aller nulle part. C'est que l'attaque ne porte pas seulement, ni même principalement, contre les vieillards d'âge qui tiennent communément enfermés leurs rejetons. Les plus durement accostés sont les fils, les semblables, les frères de l'auteur, et en fait, de la plupart de ses lecteurs. Là commence ce grand travail de démystification de la jeunesse, à contre-courant des discours établis, y compris la gauche, qui fut l'une des préoccupations récurrentes de Nizan. Quant au capitalisme mis en scène par Aden Arabi, il ne fait pas l'objet d'une description méticuleuse de ses lois économiques. L'auteur se contente de dévoiler, loin des brumes manchestériennes, la cruauté de ses sueurs de bournou et la totale artificialité de ses enjeux. Comme on s'en doute, ce sont beaucoup plus l'artifice et l'absurdité qui choquent Nizan. La commisération, il a appris à s'en défendre. Ce n'est pas lui qu'on surprendra en flagrant délit d'apitoiement. Non. L'Aden des négociants occidentaux, c'est d'abord et avant tout un monde réduit à son état de pauvreté extrême, qui est l'état économique, où ne subsiste plus, dès que l'auteur en a reçu la révélation, une miette de réalité. Les êtres dits humains y deviennent transparents et sans épaisseur, comme fait Mika. Le héros nizanien est moins révolté contre l'injustice que contre la duperie. C'est cette découverte furieuse de l'imposture qui donne le ton du dernier chapitre, ample déclaration de guerre personnelle à la marque patrie et derrière elle à la bourgeoisie du pouvoir, au pouvoir. Il ne faut plus craindre de haïr, il ne faut plus rougir d'être fanatique. Je leur dois du mal, ils ont failli me perdre. L'ennemi, en ces termes, est visiblement moins le capitaliste, cité ici et là, que la bourgeoisie, omniprésente, obsédante. Ce déplacement habituel au pamphlétaire est en correspondance avec ce qui reste la contradiction fondamentale d'un tel cri. Se refuser à reconnaître et, par là même, à penser la source morale. Littérature du scandale, vécue ou retournée, la littérature de Nizan ne se soutient, sur le fond, que par la morale. Mais c'est cette contradiction permanente qui fait une partie de son charme. L'autre partie, la plus grande sans doute, c'est la voix qui s'y fait entendre. Il serait vain d'en chercher les antécédents, les influences. On en trouve toujours en cherchant bien. Mais enfin, Nizan est bien reconnaissable.
ni l'abandon fin de siècle de Barès, ni la bruté déclamatoire d'Aragon, ni le brio un peu sec de Berle. Sa voix, c'est ce génie des formules cruelles, à commencer par la première, la bien connue. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je l'ai dit, Paul Nizan a 20 ans lorsqu'il s'embarque pour Aden en septembre 1926. Il est alors, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, le plus proche ami de Jean-Paul Sartre, dont il partage la turne. L'ennui, le désœuvrement, le dégoût d'un monde qui sacrifie le désir au confort, la pensée aux honneurs, l'accomplissement de soi, la notoriété, le poussent à fuir la France. Lorsqu'il rentre de voyage en avril 1927, le brillant normalien détient un terrible secret, la cause de l'asservissement des hommes. Le désœuvré troque alors son désespoir contre la révolte nue et déclare la guerre à la bassesse, au devoir et à la patrie. Arrivé à ce point, il paraît intéressant de relire l'admirable préface que Jean-Paul Sartre a rédigée lors de la réédition d'Aden à Arabi en mars 1960. J'utilise ici l'édition de ce roman dans la collection Point aux éditions du Seuil. Je cite donc Sartre. Je sais. Le soldat irrité de 1940, avec ses partis pris, ses principes, son expérience, tous ses instruments de pensée, ressemble d'assez loin au jeune aventurier qui partit pour Aden. Il voulait raisonner, voir clair, tout peser, garder ses liens avec ceux qui n'ont pas réussi. La bourgeoisie l'attendait, affable et corruptrice. Il fallait la déjouer. Trahi, pensait-il, par le parti, il retrouvait l'impérieux devoir de ne pas trahir à son tour. Il persistait à se dire communiste. Il réfléchissait patiemment. Comment corriger les déviations sans tomber dans l'idéalisme? Il eut des carnets, des registres, il écrivit beaucoup. Mais croyait-il vraiment corriger à soi seul l'inflexible mouvement de ces millions d'hommes? Un communiste solitaire et perdu. La vérité de ces derniers mois, ce fut la haine. Je veux, a-t-il écrit, combattre de vrais hommes. Il pensait alors aux bourgeois, mais les bourgeois n'ont pas de visage. Celui que l'on croit détester, il s'efface, et l'on retrouve la Standard Oil, la bourse. Nizan nourrit jusqu'à la mort des rancunes particularisées. Tel ami ne l'avait pas soutenu, par lâcheté. Tel autre l'avait encouragé à rompre, et l'avait ensuite condamné. Sa colère se nourrissait de souvenirs vivaces. Il revoyait des yeux, des boucles, des sourires, la couleur d'une peau, un air sévère ou cajot, et il haïssait ces faces trop humaines, si familières. S'il connut jamais la plénitude, ce fut à ces heures violentes, où choisissant ses têtes à massacre, sa rage devenait jouissance. Quand il fut tout à fait solitaire, sans direction, sans repère, et réduit à l'inflexibilité de ses refus, la mort vint et le prit. Sa mort, idiote et sauvage, telle qu'il avait toujours crainte et toujours pressentie. Un soldat anglais prit le temps d'enterrer ses carnets intimes et son dernier roman. La soirée à Somosierra. Il avait presque achevé. La terre mangea ce testament. Quand sa femme, en 1945, sur des indications précises, tenta de retrouver ses papiers, les dernières lignes qu'il avait écrites sur le parti,
Sur la guerre ou sur lui-même, il n'en restait rien. Vers ce moment, la calomnie se prit au sérieux. On condamna ce mort pour haute trahison. Quelle drôle de vie! Aliénée, puis volée, puis cachée et sauvée jusque dans la mort, parce qu'elle disait non. Exemplaire aussi, parce qu'elle fut un scandale comme toutes les vies qu'on a faites, comme toutes celles qu'on fabrique aujourd'hui aux jeunes gens, mais un scandale conscient et qui se dénonça publiquement. Il est temps, me semble-t-il, de lire quelques passages significatifs d'Aden Arabi. J'en prendrai deux. Le premier se trouve au début du roman et fait référence à cette ambiance de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. L'école normale, je cite donc Nizan, est une institution que les nations envient à la République. Elle est une des têtes de la France qui est pourvue de chefs comme une hydre. On y dresse une partie de cette troupe orgueilleuse de magiciens que ceux qui payent pour la former nomment l'élite, et qui a pour mission de maintenir le peuple dans le chemin de la complaisance et du respect, vertus qui sont le bien. Il y règne l'esprit de corps des séminaires et des régiments. On arrive aisément à faire croire à des jeunes gens que leur faiblesse privée incline à l'orgueil collectif, que l'école normale est un être réel, qui a une âme, et une belle âme, une personne morale plus aimable que la vérité, la justice et les hommes. Dans ce lieu habité par des entités transparentes comme le jardin de la rose, hypocrisie est reine. La plupart des normaliens portent sur eux-mêmes les seuls jugements qui affirment leur participation à l'élite. Élite chrétienne, beaucoup d'entre eux aiment la messe. Élite universitaire, on en voit qui préparent comme un grand voyage les étapes d'une belle carrière et projettent à 20 ans des mariages avec les filles de célèbres professeurs. Le bulletin de l'école normale publie d'orgueilleuses et risibles généalogies. Élite politique. Plusieurs nagent dans les eaux sales des sections socialistes, des ligues radicales, avec une habileté de vieux poissons. Mais toujours élite de l'esprit. Ces pensées ambitieuses limitent la plupart des méditations sur la valeur des hommes. On propose là des adolescents fatigués par des années de lycée, corrompus par les humanités, par la morale et la cuisine bourgeoise de leur famille, l'exemple de prédécesseurs illustres. Pasteur, Taine, le maître, Giraudoux, François Poncet. On leur promet la croix à leur tour de bêtes et l'institut à la fin de leur jour. Mais personne ne leur raconte la vie des varistes gallois. En 1924, il y avait encore un homme. C'était Lucien R. Quand on voyait ce géant penché sur une colline de livres, ses yeux s'embrouillèrent au pied d'un front bossué, une sévère faiblesse de pensée, falaise de pensée, lorsqu'on entendait sa voix, qui ne mentait jamais, énoncer des jugements, qui ne voulait que cette fin juste, rendre à chacun ce qui lui revient. On savait qu'il n'était pas périlleux de vivre dans cette demeure grasseuse. Mais il mourut. Il ne resta plus que l'école normale, objet comique et plus souvent odieux, présidé par un petit vieillard patriote, hypocrite et puissant qui respectait les militaires. Pendant des années, j'ai entendu rue d'Ulm et dans les salles de la Sorbonne des hommes importants qui parlaient au nom de l'esprit. C'étaient de ces philosophes qui enseignent la sagesse dans des revues, écrivent des ouvrages de référence et de bonne raison. Ils entrent dans les corps savants, ils convoquent des congrès pour décider des progrès que l'esprit a faits dans une année et de ceux qui lui restent à faire. Ils ont des rubans à leur revers, comme de vieux gendarmes retraités. Ils inaugurent des plaques de marbre,
sur des maisons natales, sur des maisons mortuaires, à des carrefours hollandais. Ces commémorations leur font voir du pays. Ils vivent presque tous dans les quartiers de l'ouest de Paris. À Passy, à Auteuil, à Boulogne. Quartier tranquille, peu de bruit, peu d'hommes. Les filles n'y sont pas réglées avec un an de retard. Ce sont les sages du 16e arrondissement. Cependant, ils présentent des idées bien dressées. Des théories aux dents limées sur la psychologie, sur la morale, le progrès. Ces abstractions montraient déjà la corde au temps de Jules Simon, de Victor Cousin. Elles font encore bon usage. Ils sont bons hommes. Ils disent que la vérité s'attrape au vol comme un oiseau naïf. Ils lancent des messages sur la paix et la guerre, sur l'avenir de la démocratie, sur la justice et la création de Dieu, sur la relativité, la sérénité et la vie spirituelle. Ils composent des vocabulaires parce qu'ils ont découvert tous ensemble une proposition importante. Les problèmes n'existeront plus quand les termes en seront convenablement définis. Alors ils tomberont en poussière, ni vus ni connus. L'épousé sera les résoudre. Les philosophes seront simplement les chiens de garde du vocabulaire et les historiens de ce Moyen-Âge où les mots avaient plusieurs sens. En attendant, ils apprennent à mettre de côté les pensées dangereuses pour le jour où leurs poisons seront évaporés. La raison a le temps, elle les retrouvera à son heure, qui ne coïncide pas avec l'heure des hommes. Autre texte intéressant, c'est celui qui conclut Aden Arabi. Ce sera d'ailleurs le dernier que je lirai. Voici donc le texte de Paul Nizan. La police, le gouvernement, l'éthique, la justice, le péché, la sanction font remuer les pensées de nos ennemis. Une âme, c'est ce qui n'est pas la chose d'un homme, mais arrive du dehors pour vivre en lui. L'âme est une possession. Il est temps d'être délivré de ces démons. De même, le capital est une âme. Ils ont bien plus d'âmes que moi, ils ont des âmes plus nombreuses encore que les hommes d'Aden, car ils doivent se défendre. À Aden, personne ne mettait en doute la souveraineté de l'homme économique. Personne n'accusait son vide. Personne ne dénonçait sa présence meurtrière. Reconnaissons qu'un révolutionnaire est un être qui peut se passer de l'âme, ou encore qui n'a pas besoin d'état civil. Si vous voulez, je consens vieillir sous un numéro d'ordre. Toute cette chiennerie abstraite de force et d'idées est la cause véritable de l'esclavage et de la crainte confuse qu'il m'inspirait. L'heure me presse de détruire et de dénuder ces mannequins de peau, d'ossements et de calculs que je prenais pour d'invincibles démons. C'est le moment de faire la guerre aux causes de la peur, de se salir les mains. Il sera toujours temps d'avoir des frères. Je suis dans cette position de faire la guerre pour être complètement délivré de la peur qui m'atteignit comme une flèche. Jusqu'en Arabie, quand j'avais le droit de me croire dans un lieu écarté et enfin pacifique. La fuite ne sert à rien. Je reste ici. Si je me bats, la peur s'évanouit. Je suis à moitié sorti d'affaire. Il faut être attentif, ne rien oublier. Ils guettent au fond de leur trou confortable. Ce qui nous attend n'est pas un avenir séduisant. Devenir leur pareil, avec le souvenir honteux d'avoir voulu dans la jeunesse vivre comme des hommes. Devenir un de leurs serviteurs chargé des besognes désignées par eux et presquittes d'un bout à l'autre. Pas d'autre fin sans bataille. Je craignais ces fins. Je ne veux pas mourir dans la dégradation d'un banquier, ni dans la déchéance d'un manœuvre docile. Un banquier, un manœuvre, enfin, sont les derniers symboles élémentaires
qui se lève au-dessus d'un horizon fumeux, illuminé par les feux de Paris. Toute la réalité de ce monde ressemble à une caricature de la Pravda. Elle se joue sur la scène d'un guignol démesuré, construit et décoré par les communistes. Plus d'autres images, le maître et le compagnon, le père et l'enfant, Ariel et Caliban rejoignant le Seigneur, le moine et le cerf dans le grenier des figures oubliées. Les poètes, les politiques, les philosophes trouvent cette vision simple et grossière, et qu'il faut être plus fin. Ayons le cœur d'être grossiers, que l'esprit de finesse aille rejoindre les drapeaux et les grands hommes de la guerre dans les collecteurs des égouts. Il n'existe plus que deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien. Celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Il n'y a jamais eu de traité de paix, il n'y a que la guerre. Chaque minute doit abriter une pensée contre nos ennemis. Les vieillards en 1913 pensaient à l'Allemagne avec cette continuité. Je vais vivre parmi mes ennemis, constamment, c'est-à-dire non passivement, mais sans laisser le temps m'endormir du bruit paresseux aimable de son cours, avec patience, attention et colère. Il me faut la vertu qui nous fit le plus complètement défaut, la constance. Mais il est plus facile d'être constant avec la guerre qu'avec la poésie, qu'avec une femme. La poésie, les femmes passent, mais la révolution n'est jamais passée. Vous êtes solitaire. Quand vous dînez, quand vous êtes dans un théâtre, dans un cinéma, quand vous marchez sur un trottoir, quand vous êtes dans un lit avec une femme, cherchez des pièges. Les décors où vous passez sont dressés contre vous. Vous devez les détruire. Depuis votre réveil jusqu'à votre sommeil au fond d'un lit protecteur comme un ventre, vous vivez parmi eux. Soyez comme des espions. Vous réchaufferez la colère. Vous ne laisserez pas de répit. Pénétrerez-vous sans la haine leurs secrets? Cette guerre est entièrement privée de noblesse. Les adversaires n'y sont pas des égaux. C'est une lutte où vous méprisez vos ennemis, vous qui voulez être des hommes. Serez-vous toujours assis à votre catéchisme? Il faudrait refuser un verre d'eau à leurs mourants. Ils payent des notaires et des prêtres pour les assister dans la mort. Leurs mourants n'ont que faire des secours de l'homme. Ils ont ceux de la religion. Il est question d'une destruction et non d'une simple victoire qui laisse debout l'ennemi. C'est une guerre inexpiable. Nous ne sommes plus au temps des guerres féodales avec leur trêve de Dieu. Nous ne sommes plus au temps de la lutte de Jacob avec l'ange. On raconte que, dans certaines cités grecques, les oligarques prêtaient ce serment. « Je serai l'adversaire du peuple et je lui ferai au conseil tout le mal que je pourrai. » Laisserez-vous vos ennemis prêter un seul pareil serment? Que pas une de nos actions ne soit pure de la colère. Les loisirs pour respirer les vacances de la nuit sont des heures perdues, des retards dans le combat. L'amour seul est aussi un acte de révolte, ils écrasent l'amour. Si vous trouvez que vos parents, que vos femmes sont du parti ennemi, vous les abandonnerez. Il ne faut plus craindre de haïr, il ne faut plus rougir d'être fanatique. Je leur dois du mal, ils ont failli me perdre. La haine va s'accroître de la colère de savoir que la haine est une diminution de l'être, un état qui a la pauvreté pour mère. Spinoza dit que la haine et le repentir sont deux ennemis du genre humain. J'ignorerai au moins le repentir. Je ferai bon ménage avec la haine, bon ménage avec l'oubli. Les devoirs honorés, les drames magiques, engendrés dans les cœurs, ne sont plus que les symboles de jeux meurtriers pour les hommes. Il ne reste plus des voyages que de grands désordres d'images. La déroute des ennemis des hommes, des troubles sur la surface de la terre, et quelques hommes en veston noir, les bras ouverts sur le pavé, au milieu de la place de la Concorde.